Lorsqu'une personne accomplit un acte juridique, par exemple une vente immobilière, alors qu'elle n'a plus toutes ses facultés, le droit prévoit un certain nombre de sanctions qui vont conduire à l'annulation de l'acte, à l'annulation du contrat. Quels sont, selon vous, les principaux aspects à considérer lorsqu'il s'agit de sécuriser une transaction immobilière impliquant une personne vulnérable? Alors, les principaux éléments à avoir en tête et sur lesquels être vigilant, c'est tout d'abord de s'assurer que la personne vulnérable bénéficie d'une mesure de protection. Parce que si elle est vulnérable et qu'elle n'est pas en mesure de consentir à l'acte, il va falloir procéder, demander l'ouverture d'un régime de protection. Si elle bénéficie d'une mesure de protection, à ce moment-là, le Code civil prévoit un certain nombre de règles qui s'appliquent lorsque l'immeuble qui est destiné à la vente constitue la résidence principale ou la résidence secondaire de la personne protégée, puisque dans ce cas-là, il y a des règles particulières qui vont s'appliquer. Quelle que soit la nature de la mesure de protection ouverte à l'égard de la personne protégée, il va falloir, en toute hypothèse, solliciter l'autorisation préalable du juge des tutelles afin de faire l'acte d'aliénation du logement. Par exemple, avant de signer la promesse de vente ou le mandat de vente. Et donc ça, quelle que soit la mesure de protection, qu'il s'agisse d'un mandat spécial en sauvegarde de justice, s'il inclut le logement, la curatelle, la tutelle, l'habilitation familiale, quelle que soit, et le mandat de protection future. Il faut être vigilant à la nature de l'acte. Ce sont les actes d'aliénation volontaire qui impliquent en toute hypothèse l'autorisation du juge, donc la vente, on l'a dit, l'échange, l'apport en société, la donation, la constitution d'une hypothèque conventionnelle sur le logement ou de sûreté sur les meublants qui garnissent le logement. Ce sont tous les actes d'aliénation volontaire qui sont visés. Et il faudra également être vigilant pour sécuriser l'acte, faire attention au statut matrimonial de la personne protégée. Si la personne protégée est mariée, et si l'immeuble qu'il s'agit de vendre constitue le logement de la famille, à ce moment-là, le logement de la famille en tant que tel bénéficie d'une protection particulière qui est prévue par le Code civil, notamment par ce qu'on appelle le régime primaire, c'est-à-dire que pour que l'acte de vente soit valablement passé, il faudra obtenir l'accord de l'autre conjoint, c'est-à-dire du conjoint non protégé, et cela à peine de nullité de l'acte. Lorsque l'immeuble n'est pas la résidence principale ou secondaire de la personne protégée, alors les règles vont varier en fonction de la nature de la mesure de protection. Si on est en tutelle, eh bien, il va falloir obtenir l'autorisation préalable du juge. En habilitation familiale, assistance ou en curatelle, il faudra l'assistance de la personne protégée par son curateur, mais là l'autorisation du juge ne sera plus nécessaire. Et si on est dans le cadre d'une habilitation familiale par représentation, à ce moment-là, l'immeuble qui n'est pas la résidence principale ou secondaire de la personne protégée pourra être vendu par la personne habilitée sans autorisation judiciaire. Pourquoi la détection de la zone grise quand il s'agit de vulnérabilité est-elle un enjeu majeur pour les professionnels ? La détection de la zone grise est une question importante et c'est en effet un enjeu majeur pour les professionnels, tous les acteurs de la protection juridique des majeurs. Pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord parce qu'il s'agit de protéger la personne vulnérable contre l'accomplissement d'actes qui seraient susceptibles de lui préjudicier et ensuite parce qu'il s'agit de garantir la sécurité juridique, la sécurité des transactions. Or, lorsqu'une personne accomplit un acte juridique, par exemple une vente immobilière alors qu'elle n'a plus toutes ses facultés, le droit prévoit un certain nombre de sanctions qui vont jouer a posteriori et qui vont conduire à l'annulation de l'acte, à l'annulation du contrat, donc à son effacement rétroactif. Alors il y a pour l'essentiel deux grandes variétés de sanctions prévues en droit civil. Il s'agit d'abord de la nullité de l'acte pour trouble mental, pour insanité d'esprit. Donc ça vise l'hypothèse de la personne qui conclut un acte juridique, un contrat, alors qu'elle ne comprend pas la portée de cet acte. Et il s'agit ensuite de ce qu'on appelle la nullité de la période suspecte. Donc il s'agit ici de l'hypothèse d'une personne qui va être placée en tutelle ou en curatelle et qui, avant l'ouverture de la mesure de protection, a accompli un certain nombre d'actes qui lui portent
préjudice. Bien, le Code civil prévoit que ces actes peuvent être annulés s'ils ont été accomplis dans les 2 années qui précèdent le jugement d'ouverture de la mesure de protection, si l'altération des facultés de la personne était notoire à l'époque des actes ou si son contractant en avait connaissance. En quoi cette journée de formation est-elle, selon vous, une opportunité unique de renforcer l'interprofessionnalité autour de la vulnérabilité ? Alors, cette journée renforce l'interprofessionnalité parce qu'il y a de différents professionnels qui sont là, qui animent les ateliers, qui participent aux ateliers. Donc, c'est une occasion unique d'échange entre les différentes professions. L'interprofessionnalité est importante pour la protection juridique des majeurs parce que c'est important d'avoir le point de vue et l'analyse et l'expertise des différents professionnels. Alors non seulement sur la nécessité ou pas de solliciter l'ouverture d'une mesure de protection au bénéfice d'une personne vulnérable, mais aussi sur le fonctionnement de cette mesure. Parce que lorsqu'une personne est sous mesure de protection, donc pour le juriste, il va y avoir des règles de capacité qui vont s'appliquer pour sécuriser le contrat. Et puis ensuite, du point de vue des professionnels qui vont intervenir pour finaliser le contrat, il y a toute une expertise sur les types de contrats, les types de clauses qui sont ou pas intéressantes pour la personne protégée. Et donc cette appréciation varie en fonction de chaque profession.